Bonjour à tous, merci d'être venus nous rejoindre ce matin pour cette heure et demie de conférence, conférence numéro 12. Je suis Pascal Garel, je dirige la Fédération européenne des hôpitaux et donc j'ai bâti ce programme avec nos collègues ici et en ligne. Saskia Wegner. Je vais présenter les intervenants les uns après les autres. Pour l'instant, je voulais juste vous dire en quelques mots d'introduction pour essayer de vous situer le contexte. Lorsque la FHF nous a demandé, nous, Fédération européenne des hôpitaux, la FHF est un de ses membres fondateurs, de bâtir une session autour de résilience, qui est le thème général de ces journées et des conférences de la FHF. J'ai essayé de rebondir un peu sur l'actualité. Alors, on a imaginé ça en juin. On était dans une période où on pensait encore une fois, que le Covid était derrière nous, ou presque. C'est pas le cas, en particulier dans de très nombreux pays européens. Mais on a souhaité faire une session d'information, d'échange autour de ce sujet, du plan de l'Union européenne sur la reprise et la résilience. C'est 672 milliards d'euros qui vont être distribués à partir de plans nationaux dans les pays de l'Union européenne pour atténuer les conséquences à la fois économiques et sociales de la pandémie du Covid-19. En parallèle, d'autres actions peut-être moins visibles dans nos pays, d'autres actions étaient en préparation avant le Covid au sein de l'Union européenne. C'était le pacte vert, le Green Deal, et aussi d'autres réformes qui étaient prévues, comme par exemple les modifications en matière de produits pharmaceutiques. Et donc, le Covid est venu s'ajouter à ces sujets, et donc on a souhaité aujourd'hui, en novembre 2021, revenir sur l'ensemble de ces sujets, volontairement sans demander à la Commission européenne de venir, le Parlement européen ou d'autres experts, mais vraiment d'aller auprès de nos collègues européens, des autres membres de la Fédération européenne des hôpitaux, francophones qu'on a identifiés et qui pourront nous parler de ces sujets. L'autre contexte historique important, peut-être moins connu, c'est qu'il y a 30 ans, exactement le 5 décembre 1991, HOPE et la Fédération hospitalière de France organisaient à Hôpital Expo la première agora européenne de la santé. Alors pourquoi 91 ? À l'époque, c'était 12 pays dans l'Union européenne. C'était juste au moment où le traité de Maastricht, qui venait d'être signé et qui allait faire l'objet d'un référendum en 92 en France, introduisait un article santé publique dans les traités. C'est la première fois, 92. Et donc en 91, on avait réuni toutes les associations européennes qu'on avait pu identifier, Association européenne des médecins, des infirmières et des différentes industries, mais aussi des parlementaires. Un jeune parlementaire français à l'époque qui s'appelait Philippe Douste-Blazy, qui s'appelle toujours Philippe Douste-Blazy, mais aussi un représentant de la Commission. Alors, il y avait 300-400 personnes dans cette salle, dans cette journée d'Agora, mais c'était intéressant parce qu'on était vraiment au début de l'ébauche de ce qui est devenu en quelque sorte l'Europe de la santé. Donc voilà un autre sujet aussi sur lequel on va essayer de partager avec vous des informations, des perceptions. C'est 30 ans d'expérience européenne, au fond, dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que c'est ? Et puis qu'est-ce que c'est dans la perspective des années à venir ? Alors, pour parler de ces différents sujets, nous avons avec nous Francis Dedré, qui est le président de l'association belge des hôpitaux, donc tous les hôpitaux belges réunis dans une association. Il est lui-même directeur de l'Institut Bordet à Bruxelles, qui est un établissement public spécialisé dans le domaine du cancer. Il a auparavant été directeur du CHU Brugman à Bruxelles et à l'origine, originaire du cabinet de conseil BCG. Donc un parcours très différent de ce qu'on peut connaître en France du métier de directeur d'hôpital, et l'exception française est une exception. Donc ailleurs, effectivement, pour gérer un hôpital, on a des profils très divers. La deuxième personne qui est avec nous en ligne, c'est Saskia Wegner,
Saskia est chargée des affaires européennes auprès du directeur général de la Fédération des hôpitaux allemands. Là aussi, une autre particularité européenne, la Fédération des hôpitaux allemands, comme la Fédération belge des hôpitaux, est composée de tous les hôpitaux allemands, quel que soit leur statut juridique. C'est en fait une confédération de fédérations, puisque vous êtes principalement, j'imagine, français. Imaginez la FHF, la FHP, la FEAP et Unicancer réunis dans une seule fédération. Bien, c'est la Fédération des hôpitaux allemands dans laquelle travaille Saskia. Saskia a précédemment aussi travaillé en hôpital et elle connaît très bien la coopération transfrontalière franco-allemande aux frontières. Donc elle connaît aussi le versant hospitalier français. Donc c'est intéressant d'avoir son écho et sa connaissance sur ces sujets. Troisième intervenant, Erik Svanfeld, qui lui est coordinateur international à la Fédération des autorités locales et régions de Suède. Donc là, on rentre dans la diversité des systèmes de santé européens, puisque les hôpitaux et les services de santé appartiennent aux collectivités locales en Suède. Donc c'est sa fédération qui regroupe ces différentes collectivités locales, qui est en charge de ces sujets. Il est coordonnateur international dans le domaine de la santé publique, des soins de santé et des services sociaux dans cette association. Et auparavant, il a travaillé aussi pour des régions. Voilà aussi un autre type de profil, pour le maire de Stockholm, pour plusieurs ministères, notamment au ministère de l'Éducation et des Sciences. Et il a étudié chez nous, aussi à Montpellier, à l'université Paul Valéry, pendant 1 an. Il y a déjà quelques années, mais l'excellente chose, c'est qu'il a persévéré dans la langue française. Et donc, grâce à ça, on l'a avec nous aujourd'hui pour nous présenter l'approche suédoise très particulière. Pour une anecdote, c'est effectivement, il est arrivé lundi à Paris et il m'a dit « j'ai jamais mis autant de masques pendant toute la période Covid qu'aujourd'hui à Paris ». Donc voilà, une différence aussi importante à signaler. Et enfin, Jérôme Weinbach, qui est directeur adjoint aux affaires européennes et internationales des ministères sociaux, c'est-à-dire à la fois des ministères des Affaires sociales, de la santé, mais aussi du ministère du Travail et de l'Emploi, etc. Donc un ministère très, très large. Ce qui est aussi intéressant dans son parcours, qui a commencé en tant que chercheur, qui a commencé aussi à l'hôpital, c'est qu'il a une expérience très, très diverse en matière de projets européens, notamment avec l'INSERM, mais aussi d'attachés scientifiques en ambassade de France, et puis plus récemment à la DGS et encore plus récemment chargé de la coordination autour de la vaccination. Donc on a un panel très divers en origine et en connaissances pour essayer de passer cette heure et demie avec vous autour de quelques sujets. Donc le premier point, sans refaire un historique du Covid dans chacun de ces pays, et bien sûr on va parler peut-être un peu moins de la France sur ce sujet parce que vous êtes tous experts dans ce domaine, mais les 4 pays qu'on a aujourd'hui ici ont été impactés très différemment par les différentes vagues, et encore aujourd'hui, elles sont impactées très différemment par cette vague qui arrive. Donc il ne s'agit pas de refaire un historique, mais plutôt d'essayer de voir les éléments clés objectifs ou perçus qui vont permettre de présenter un peu les bases de la discussion après. Récemment, un article de l'Université de Cardiff identifiait un certain nombre de facteurs principaux de surmortalité dans certains pays. On ne reviendra pas forcément là-dessus, mais on sait qu'effectivement, l'Europe est redevenue un épicentre de la pandémie, si on en croit le directeur général de l'OMS Europe. Donc la question additionnelle de cette matinée, c'est est-ce que les systèmes de santé sont prêts déjà pour refaire face à cette vague qui est en train d'arriver. Et donc pour ça, je vais interroger les uns après les autres. Je vais peut-être demander déjà à Francis de commencer, et puis ensuite Saskia répondra à cette question pour donner quelques éléments. Oui, bonjour tout le monde. Peut-être pour faire un bref historique de la façon dont la crise a été ressentie en Belgique. On est effectivement, et ça je pense que c'est assez aligné avec la France, on est à l'aube de la 4e vague également en Belgique, avec une série de discussions sur comment gérer ce nouveau rebond que personne n'espérait. Dans
la planification, dans la réalisation des différentes vagues. Je pense à nouveau, comme beaucoup de pays, le premier sentiment a été une certaine forme d'impréparation qui a pu être vécue au niveau des hôpitaux, avec dès la première vague toute la préoccupation sur les EPI manquants dans les hôpitaux, comment pouvoir les obtenir, comment sécuriser nos approvisionnements qui ne l'étaient pas évidemment dans cette première vague. Assez vite est venue également la préoccupation des disponibilités du personnel et de leur protection. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui continue de vague en vague et qui est très marqué pour cette quatrième vague, avec des fermetures de lits qui se multiplient dans les hôpitaux en Belgique par manque de personnel. Alors évidemment, il y a une structuration qui est venue au fur et à mesure des vagues, dans un système politique que je vais gentiment éviter de vous expliquer ce matin, mais qui est évidemment un système de concertation entre les régions et les communautés, qui a rajouté une bonne dose de complexité dans cette crise, puisque les responsabilités sur les différentes matières sont divisées entre différents ministères, selon que ce soit des matières purement hospitalières, qui sont elles-mêmes divisées entre l'État fédéral, donc la nation, et les régions et les communautés, mais également tout ce qui est première ligne, qui elle est plus généralement repris dans les matières régionales. Et donc il y a eu un travail de concertation à mettre en place pour organiser les filières de soins, qui n'a réellement pas été simple a priori dans la toute première vague, notamment les liens entre maisons de repos et hôpital. Dans les vagues qui ont suivi, évidemment, la préoccupation qui est remontée a été celle d'organiser les autres soins, ces autres soins qu'on avait pratiquement complètement stoppés lors de la première vague, en tout cas pour tout ce qui est soins ambulatoires. Il y a des consignes très claires qui ont été données aux hôpitaux de se concentrer uniquement sur les matières urgentes en première vague. Évidemment, à partir de la seconde, la troisième et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de pouvoir au maximum continuer les autres types de soins, avec, comme je l'indiquais, les préoccupations de disponibilité du personnel, qui reste un point extrêmement complexe à gérer, que ce soit vis-à-vis des contaminations elles-mêmes, mais aussi de l'attraction du métier, de l'attraction de l'hôpital, pour toute une série de métiers qui ont été éprouvés par ces vagues. Merci Francis. Un autre État aussi complexe dans son organisation, c'est l'Allemagne, avec un rôle différent des acteurs fédérés et fédéraux. Saskia, quel premier message sur ce bilan Covid en Allemagne? Oui, bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Je vous remercie la FHF et Hope pour cette opportunité en fait, d'échanger avec vous aujourd'hui. J'aurais bien aimé d'être en présence à Paris, ce qui m'aurait finalement permis de me retrouver en France, un pays qui, par ma voie professionnelle et personnelle, qui me tient très à cœur, mais il y aurait sûrement d'autres occasions de dialoguer en présence. Alors, pour répondre à cette question, et étant donné qu'il ne faut pas faire un historique, qu'est-ce qu'on peut peut-être retenir de la situation en Allemagne? De manière, ou peut-être tout d'abord, comme la plupart des autres pays, on vient de l'entendre, nous avons à partir de mars 2020 connu 3 vagues et nous sommes en train de vivre la 4e vague et on observe de tout près en fait comment ça va évoluer. Du coup, de manière très générale et synthétique, notre système a fait preuve de viabilité et de performance, à voir aussi comment ça évolue actuellement. Et ceci a été lié à plusieurs facteurs. Bien évidemment, je ne vais pas faire un récit de tout ce qu'on a observé, mais peut-être juste quelques points clés. Tout d'abord, en mars 2020, on a eu quand même, il faut le mentionner, une certaine chance sur le timing, qui nous a laissé peut-être en Allemagne aussi un tout petit peu plus de temps de préparation que d'autres pays. Et voilà, chance de timing, quelque chose qui n'est pas du tout particulier en Allemagne, mais qui est quand même, on peut quand même le souligner et mentionner souvent, c'est l'engagement extraordinaire du personnel de santé. Et pour l'Allemagne, ce qui a du coup aussi joué et a été important, c'est la capacité hospitalière en soins intensifs.
Et après, je tiens à revenir sur 2 points qui sont peut-être aussi un peu particuliers à l'Allemagne. Et on a aussi eu cette concertation en fait entre nos différents niveaux. On a le principe de partage de compétences qui nous permet en fait aussi de trouver des solutions à un niveau le plus proche du citoyen et du patient. Après, peut-être deux facteurs pour finir ce volet-là. Alors, on a aussi vu la rapidité, réactivité, volonté, donc je pourrais continuer comme ça, aussi peut-être la créativité des hôpitaux. Et Pascal l'a dit au début, nous, on représente en fait les hôpitaux privés, les hôpitaux à but non lucratif et les hôpitaux publics. Et on a vu vraiment une réactivité de ces hôpitaux, au-delà de leur appartenance juridique, de coopérer et de se coordonner afin de définir des parcours de soins et des filières de soins les plus adéquates en fonction de la situation spécifique du territoire où ils étaient implantés. Et ceci a été aussi facilité, si je peux le dire comme ça, par une certaine réactivité des autorités et des organismes d'autogestion en Allemagne pour établir un cadre de financement et d'administration adapté à cette situation qui finalement a laissé un peu plus de liberté ou qui a permis en fait de plus librement prendre cette responsabilité sur le territoire et ses décisions sur le territoire. Le deuxième volet que je veux mentionner, c'est quand même aussi le fait que la crise a mis en évidence des faiblesses de notre système de santé. Et je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est le faible degré de digitalisation des établissements, mais aussi des autorités sanitaires municipales, donc les Gesundheitsämter, qui sont en Allemagne responsables de documenter les nouveaux cas et de retracer en fait les chaînes d'infection, et peut-être j'aurai la possibilité d'y revenir plus tard. Deuxième élément, c'est notre dépendance en matière d'approvisionnement du matériel de protection à l'égard des pays hors européens. Je pense aussi qu'on va peut-être pouvoir y revenir. Et le troisième élément que je ne vais pas non plus évoluer et élaborer, mais qui est très important aussi dans le cadre de la formation du nouvel gouvernement en Allemagne, c'est quelques éléments en fait, de notre système de financement du secteur hospitalier, fortement basé sur l'activité. Et voilà, sur ce dernier point, nous avons déjà essayé de sensibiliser les représentants politiques lors des derniers mois et nous sommes confiants qu'on peut au moins ouvrir des dialogues avec les nouveaux gouvernements sur ce dernier point. Je vais peut-être m'arrêter ici aussi pour les 2 volets de facteurs qui nous ont facilité en fait la gestion de crise, mais aussi les facteurs de faiblesse de notre système. Merci beaucoup Saskia. On va passer à un 3e pays dont on a aussi beaucoup parlé en France, qui est la Suède, notamment pour des différences importantes en matière de gestion de la crise. Et donc Eric, comment on perçoit en fait cette pandémie aujourd'hui en Suède ? Oui, pour l'instant, je pense que on voit une augmentation de malades, mais nous sommes loin de la première, deuxième, troisième vague. Mais il y a une petite augmentation et dans certaines régions, la situation est encore un peu plus grave. On nous a demandé de parler des éléments clés qu'on a de l'expérience de cette pandémie. Et la première chose que je voudrais mentionner, je pense que c'est une chose qui est globale. C'est les grands efforts du personnel de santé. Beaucoup de médecins, infirmières et d'autres professions de santé ont travaillé très très dur et travaillent toujours très dur pour combattre cette pandémie. Et je pense que c'est très important.
Puis, on parle souvent des faiblesses de nos systèmes de santé. Mais je voudrais dire que peut-être c'est le contraire. Parce que ce qu'on a vu en Suède et ailleurs, en avril l'année passée, c'est la transformation rapide du système de santé pour combattre cette maladie, cette pandémie. Et la Suède, comme plusieurs d'autres pays qui avaient déjà beaucoup de ressources, ont redistribué rapidement beaucoup de ressources aux soins intensifs, par exemple. Puis, je voudrais aussi mentionner un autre élément clé, c'est la digitalisation. La digitalisation existait déjà avant la pandémie, mais ce développement s'est intensifié pendant la pandémie. Quatrième, c'est peut-être typique pour la Suède, mais c'est un élément très important, c'est la liberté sous responsabilité. En Suède, nous avions et nous avons toujours beaucoup de recommandations, mais moins de restrictions qu'ailleurs. Il y a des raisons historiques, traditionnelles et aussi constitutionnelles pour ça. Et finalement, un élément clé, à mon opinion, c'est la vaccination. Le fait qu'on a très vite, dans plusieurs pays et dans plusieurs compagnies de médicaments, ont réussi de trouver un vaccin contre cette maladie. C'est très important pour la lutte contre la pandémie. Sans ce vaccin, ce meeting ne sera pas possible. J'arrête là. Merci Eric. Donc voilà, dressé rapidement pour 3 pays ce tableau. Jérôme, on parle bien sûr à un public principalement français qui connaît, mais quelques mots quand même. Alors, en France, le constat est le même. On a eu une crise qui a mis en lumière de manière assez criante et douloureuse des faiblesses, mais aussi des forces et une capacité d'innovation pour surmonter des carences et des obstacles pour répondre de manière efficace à cette crise. La France est aussi à un tournant, puisqu'il y a une présidence française du Conseil de l'Union et puis aussi une réécriture de notre stratégie en santé mondiale qui se déroule en ce moment. Je pense qu'à tous les niveaux de la société, nous essayons d'intégrer 5 grandes leçons, 5 grands principes de cette crise. Le premier principe, c'est effectivement l'engagement et la responsabilité de tous les acteurs, citoyens compris, dans la réponse à la crise. C'est les personnels soignants, et nous savons aussi, quand je parle d'engagement et de responsabilité, c'est de leur permettre d'assurer leurs responsabilités. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle une fatigue pandémique pour tous ces acteurs. Ça concerne les chercheurs, ça concerne les administrations, ça concerne le citoyen, comme je le disais, et le politique. Ça, c'est la première dimension. Le deuxième grand principe à intégrer dans les futures réformes qui doivent être rapides, puisque la crise est loin d'être finie et les systèmes sont fatigués, c'est le principe d'interdépendance et de solidarité. Ça, c'est extrêmement important à tous les niveaux. Solidarité, bien sûr, entre les acteurs, et je suis ravi d'avoir mes collègues de pays voisins ici, puisque la crise a été l'occasion de voir l'Union européenne et la solidarité entre États membres à l'œuvre, avec des procédures d'évacuation sanitaire, de la coopération transfrontalière,
mais aussi de la coordination en recherche et bien sûr de la solidarité internationale avec des dispositifs multilatéraux ou des dons bilatéraux de vaccins de pays à des pays à revenus faibles et intermédiaires qui en avaient vraiment besoin. Le troisième principe qui me semble extrêmement important aussi, c'est la connaissance et la confiance dans la connaissance. Alors ça, c'est les données, bien sûr, et la recherche, la crédibilité de la parole experte, qu'elle soit scientifique, experte en santé publique. Comment on obtient aussi une adhésion des citoyens, puisqu'on a vu que leur rôle était important dans cette gestion de crise, avec une écoute, une confiance et une participation aussi à l'expertise. Enfin, avant-dernier principe, des enjeux de gouvernance, de transparence et de simplification. Extrêmement important aussi, vous l'avez vu, on a réussi à surmonter des barrières administratives pour aller vite et gérer efficacement cette crise. Il faut analyser ce qui s'est passé et utiliser les leçons pour simplifier les choses, pour pouvoir avoir des sociétés donc capables de répondre plus efficacement et rapidement et se préparer aussi aux prochaines crises sanitaires. Et enfin, bon, bien sûr, on l'a dit, des enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique. Il y a des enjeux géopolitiques, on l'a vu dans cette gestion de crise, avec, j'allais dire, un bloc anglo-saxon d'un côté, un bloc asiatique de l'autre, et quelle est la place de l'Union européenne et son autonomie et sa souveraineté également dans la gestion de cette crise, c'est-à-dire dans l'accès aux contre-mesures qui vont permettre de bien gérer cette crise, qu'il s'agisse de médicaments, d'outils diagnostiques, de recherche. C'est des vraies questions qu'on doit intégrer. Merci Jérôme. On va revenir sur plusieurs de ces points, mais maintenant on va, sur cette base de cette diversité qu'on a rapidement évoquée, vous sentez les différences, vous avez déjà certainement eu connaissance dans la presse, spécialisée ou pas, de ces différences nationales. On n'a jamais autant comparé les systèmes de santé, au moins via un certain nombre d'indicateurs qu'à notre époque. Là, on va prendre un prisme, et je reviens à ce que je disais en introduction pour ceux qui n'étaient pas là, ce plan de résilience et de relance européen de 673 milliards d'euros, pour essayer de voir un peu comment les États membres vont dépenser ou pensent dépenser à ces sommes, car les montants vont être évidemment différents selon les pays, pas seulement en fonction de la population, mais en fonction aussi d'un certain nombre d'indicateurs d'impact du Covid sur ces pays. Une analyse a été faite, plusieurs analyses universitaires ont été faites sur les plans, parce qu'ils ont été soumis à la Commission européenne, qui les a tous acceptés, mais à l'été 2021, on connaissait, et ils sont disponibles en ligne, tous ces plans nationaux. Une grande majorité de ces plans ont consacré, heureusement, une partie à la santé, mais pas seulement. On n'est pas seulement dans des plans de résilience, relance santé, mais c'est une vocation beaucoup plus générale. La santé est présente, et la santé n'est pas forcément toujours présente dans une logique de réponse ou de préparation à une pandémie. On voit dans certains plans qu'on est en réalité dans la continuité de réformes passées. Donc on va essayer de voir, encore une fois, avec 4 pays, qu'est-ce qu'il en est, et on va reprendre l'ordre précédent, donc commençons par Francis. Oui, mais j'aimerais détailler les aspects de plan de relance au niveau de la santé en 3 grandes sections. Il y a la partie proprement dite du plan de relance européen. Donc, comme Pascal l'a indiqué, si on prend le plan belge à ce propos-là, la santé en tant que telle n'est pas un des axes du plan. C'est plutôt ce qu'ils ont appelé un pilier indirect qui est censé recevoir toute une série des bénéfices issus des axes de ce plan. Et les 2 axes principaux du plan sont celui de tout ce qui concerne le climat et l'environnement, pour plus de 50% du plan européen, et pour un peu moins de 30% concerne la transition numérique. Donc, ce sont vraiment les 2 axes principaux du plan belge de relance. Alors évidemment, il y a dans ces axes toute une série de projets qui vont avoir un impact positif sur l'hôpital. Dans tout ce qui est climat, environnement, on pense notamment à tout ce qui est
rénovation de bâtiments sur lequel il y aura un impact pour le secteur hospitalier. Et quand on prend évidemment tout ce qui est transition numérique, il y a tout ce qui concerne la digitalisation de l'administration, il y a toute une série de projets sur l'intelligence artificielle, et également une série, mais plus limitée, de projets qui sont spécifiquement liés à la santé. Je pense notamment à tout ce qui concerne les nouveaux équipements en médecine nucléaire qui sont un des axes du plan belge. Mais à côté de ce plan, strictement donc plan de relance européen, il y a deux autres éléments que je souhaiterais détailler. Il y a tout d'abord eu la première réponse qui était la réponse à la pandémie elle-même d'un point de vue financier, soutien de la nation, puisqu'il y a tout de suite une aide dans les premières semaines de la première vague qui a été fournie, qui a été une aide de 2 milliards d'euros, ce qui représente de l'ordre de entre 5 à 10% du budget de la santé globale au niveau national, qui a été fourni aux hôpitaux sur une base et sur une clé très rapidement établie, c'est-à-dire grosso modo la taille des hôpitaux sur une base historique, de façon à, et c'était l'essentiel des premières semaines, pouvoir faire en sorte que l'hôpital continue à fonctionner, puisque l'hôpital en Belgique sont toutes des structures indépendantes les unes des autres, et donc avec une entité juridique spécifique. Donc il fallait que des sources de financement puissent continuer à arriver à l'hôpital, simplement pour pouvoir payer le personnel des hôpitaux, pour une partie. Pour l'autre partie, évidemment, pour pouvoir gérer cette transition très rapide dans les achats d'équipements, les achats de matériel de protection. Je dirais l'élément le plus complexe à gérer dans cette phase de pandémie à travers ces aides décidées très rapidement, c'est qu'évidemment au niveau de rémunération de certains métiers, et je cite en particulier évidemment le personnel médical, ça a eu évidemment un impact en Belgique, puisque une grande partie du personnel hospitalier, du personnel médical dans les hôpitaux sont des médecins dits libéraux. Dans la plupart des hôpitaux en Belgique, les médecins sont indépendants, ne font pas directement partie du personnel salarié de l'hôpital, et donc sont directement rémunérés sur une base de l'activité générée. Et donc évidemment, certainement dans la première vague, mais même dans la seconde, évidemment pour certaines équipes médicales, ça a dit en quelques jours un passage d'une rémunération normale à une rémunération proche de zéro, qui a parfois perduré pendant plusieurs semaines ou mois. Et donc ça, c'est évidemment l'élément qui a été de tension dans toute une série d'hôpitaux. Mais je dirais qu'au-delà de cet élément-là, la réponse a été très, très rapide et a permis aux hôpitaux, malgré des inquiétudes, je pense, très légitimes de toute une série de gestionnaires hospitaliers en 2020, de pouvoir finalement, sur la dimension financière en tout cas, pouvoir mener une année en dehors d'une série de tensions qu'on a pu éviter d'un point de vue financier. Deuxième aspect, il est très intéressant également, le troisième aspect en tout, mais celui spécifique à la Belgique, c'est donc qu'on a eu un nouveau gouvernement au mois d'octobre 2020, et que dans le cadre de cet accord de gouvernement, il y a évidemment tout un pan sur la santé qui a été développé, et qui a notamment enregistré, et c'était à la satisfaction de tout le secteur, une réaugmentation de ce qu'on appelle la norme de croissance en Belgique. Donc le budget des soins de santé, on a défini sur une base pluriannuelle une norme de croissance qui va au-delà de l'inflation. Elle avait été très fortement rabotée lors de la législature précédente, au point même où certains économistes de la santé indiquaient qu'en fait le budget grandissait moins vite que l'inflation. On a désormais garanti pour cette législature une augmentation des dépenses de santé de plus de 2,5% par an, ce qui permet évidemment de donner de nouveaux moyens au secteur de la santé. Et au-delà de cette norme de croissance, il y a un effort supplémentaire d'un peu plus d'1 milliard qui a été décidé au niveau national sur 2 pans. Et les 2 pans, je pense, sont intéressants dans la crise qu'on a vécue. Un premier pan qui s'appelle le fonds Blouse Blanche, qui est un fonds qui est octroyé aux hôpitaux dans le cadre de nouveaux engagements. Donc il est conditionné au fait que les hôpitaux peuvent prouver qu'ils ont effectivement plus de personnel soignant que l'année précédente, et donc on leur octroie de nouveaux moyens uniquement dans ce cadre-là. Donc c'était vraiment pour encourager, voire forcer les hôpitaux à augmenter leur staffing, qui a clairement été identifié comme un des facteurs d'épuisement et d'insatisfaction du personnel. C'est un premier pan. Et l'autre pan de ce milliard supplémentaire, au-delà de cette norme de croissance, est lié à une harmonisation des statuts des personnels, qu'on appelle IFIC. Bon, peu importe le nom décidé en Belgique, mais donc ça concerne
Le fait qu'en Belgique, vu que les hôpitaux sont chacun des entités séparées, les statuts des personnels ont régulièrement divergé d'année en année, ce qui faisait qu'il y a des vraies tensions entre les hôpitaux sur des métiers identiques en termes d'attractivité salariale. Et donc l'objectif ici est de pouvoir ramener une harmonisation des statuts. Évidemment, cette harmonisation, elle a un coût puisqu'elle permet, on essaie de prendre les normes les plus avantageuses pour la plupart des métiers. Et donc c'est le second pan qu'on doit ici faire aboutir d'ici au début de l'année 2022, de façon à pouvoir, sur la plupart des métiers de l'hôpital, revenir à des grilles salariales qui soient identiques entre les différents hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics. Merci Francis, beaucoup d'éléments qu'on aura envie de creuser plus longuement, parce qu'effectivement on va bien au-delà de la résilience et de la reprise. Mais bon, le temps étant limité, je demandais à Saskia de nous dire un peu donc, où vont ces milliards d'euros en Allemagne et dans quelle mesure ils vont dans le secteur de santé et où. Oui, merci. Alors, en ce qui concerne purement les montants financiers et les lignes budgétaires, nous avons 3 axes que j'aimerais bien vous citer par la suite. Mais nous parlons, et je l'ai mentionné juste avant, à l'heure actuelle de la formation du nouveau gouvernement, pas seulement de ces lignes budgétaires, mais peut-être aussi du système de financement hospitalier en général. Et peut-être je peux m'arrêter aussi sur ce point très rapidement à la fin. Donc, les 3 axes financiers font partie de notre plan national, on vient de le mentionner, et seront donc refinancés par l'intermédiaire de la facilité européenne. Donc, la première ligne budgétaire concerne les autorités municipales, les autorités sanitaires municipales. J'espère que je l'ai bien traduit, parce que c'est avec le Gesundheitsämter pas forcément quelque chose à bien traduire, mais ce sont du coup les autorités en Allemagne qui sont responsables pour retracer les chaînes d'infection, et j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un faible degré de digitalisation. Donc, la première ligne budgétaire a un volume de 800 millions d'euros et prévoit en fait le renforcement numérique et technique de ces autorités qui, en fait, on en a 375 autorités qui ont aujourd'hui en fait un degré de digitalisation très varié, et du coup il y aura ce package pour le renforcement numérique et aussi technique en fait de ces autorités. La deuxième ligne budgétaire consiste en 750 millions d'euros, et c'est un programme spécial visant à accélérer la recherche sur les vaccins. Donc, il y a eu des programmes qui ont été financés pour des entreprises comme par exemple CureVac ou aussi BioNTech. Et la troisième ligne budgétaire, c'est celle qui nous intéresse le plus dans le domaine de l'hôpital en Allemagne, parce qu'il s'agit d'un programme de digitalisation à hauteur de 3 milliards d'euros qui va financer des projets hospitaliers qui ont pour objectif donc d'augmenter notre niveau de numérisation dans les hôpitaux. Le dernier point va directement faire le lien avec ce que je viens de dire sur le système de financement, parce que la nécessité d'introduire un tel programme reflète aussi un problème un peu général en fait de notre système de financement système de financement hospitalier. Et je ne vais pas vous refaire en fait le financement en Allemagne, mais notre système en très global consiste en 2 piliers. Donc, le premier pilier, c'est les Länder qui organisent l'offre de soins sur le terrain. Et eux, ils sont aussi donc responsables de financer les investissements, donc les investissements dans l'infrastructure. La plus grande partie des coûts est financée par les caisses d'assurance maladie via le système de la tarification à l'activité, vous connaissez. Donc, on a ces 2 volets. Et premièrement, les Länder, c'est ce qu'on a pu voir ces dernières années, ont négligé en fait cette responsabilité de l'investissement. Et c'est aussi par cette raison que les hôpitaux n'ont pas toujours eu le moyen en fait d'investir peut-être comme ils voulaient aussi dans la digitalisation. Donc nous en général demandons aussi de prendre en fait la responsabilité dans ce système binaire en fait pour le financement des investissements. Et si pour les Länder il y a
challenges, des problèmes peut-être pour le financement, aussi des fonds possibles du niveau national. C'est exactement ce qu'on a vu du coup dans la digitalisation. Et la deuxième chose, j'ai aussi déjà mentionné tout à l'heure très brièvement, c'est la tarification à l'activité. C'est pour nous un système que nous jugeons de manière générale viable. Néanmoins, en fait, en Allemagne, on se passe presque entièrement aussi par le fait en fait que l'investissement, donc le premier pilier, a été un peu négligé. En fait, nous basons beaucoup sur la T2A. Et avec le coronavirus, bien entendu, comme dans nos autres pays européens, nous avons vu qu'une telle dépendance de l'activité peut rapidement fragiliser la stabilité économique et financière des hôpitaux en cas de crise où on a une nécessité de baisser en fait l'activité afin de libérer et garantir en fait les capacités pour les patients atteints du coronavirus. Et voilà, on a vu aussi, du coup, en ce printemps, un package de sauvetage ou de soutien financier des hôpitaux pour, en fait, refinancer l'activité qui n'était pas là. Je ne vais pas revenir avec toutes les mesures, mais en général, pour renforcer en fait la résilience dans tel système, il faut financer aussi les capacités de crise ainsi que de stock en matériel et capacité. Et ça serait en fait un élément à réfléchir, à intégrer en fait dans un système, dans notre système de financement hospitalier. Voilà, c'est les trois axes plus en plus sur le système, et je vais m'arrêter là. Merci Saskia. Effectivement, on va bien au-delà du plan de résilience. C'est ça qui est intéressant de voir dans quelle mesure, effectivement, ça peut être booster un peu des réformes déjà en discussion et en place. Et on va voir en Suède qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être moins impacté que les deux précédents en matière de coronavirus, mais qu'est-ce qui ressort en fait des plans de résilience en Suède? Oui, ce plan de relance européenne se compose de deux éléments. Il y a des emprunts, des subventions. Et la Suède ne va pas emprunter, mais la Suède va probablement recevoir environ 3,4 milliards d'euros en subvention. Si on regarde les ambitions et le plan du gouvernement suédois, on va investir, comme les autres, beaucoup d'argent dans l'infrastructure numérique. Et cet investissement sera probablement très favorable aussi pour le secteur de santé. Mais une autre chose que je voudrais mentionner, que je pense que est très important pour nos membres et pour le système de santé, c'est que le gouvernement a aussi l'ambition d'investir dans la formation ou investir plus d'argent dans la formation des infirmières auxiliaires pour améliorer les soins aux personnes âgées. Et en Suède, c'est les régions qui sont responsables pour la plupart des services médicaux, mais les municipalités sont responsables pour les services sociaux, mais aussi les services de santé primaire à domicile et aussi au foyer aux personnes âgées. Et pour ça, le fait que le gouvernement veut investir plus d'argent, encore d'argent dans cette formation d'infirmières auxiliaires, c'est important pour le système de santé, parce que l'ambition en Suède, c'est de traiter la plupart des personnes âgées à domicile ou au foyer.
Merci Rick. Donc on voit des ressemblances, mais aussi quand même des différences qui tiennent au contexte différent, à la fois du contexte existant, mais aussi du contexte Covid. Ça va être plus difficile pour Jérôme de faire peut-être un résumé, parce qu'on a en face un public qui a entendu parler de tous ces plans, pas forcément lisibles. Dire le plan de résilience européen n'est pas forcément toujours très lisible pour les Français. Où il est, où il se représente. Peut-être quelques mots sur ce sujet. Bien sûr. Je vais faire un peu de pédagogie, mais je pense qu'il faut revenir sur une définition, parce que ce mot résilience est un peu utilisé à toutes les sauces. Et j'aime bien la définition du Centre commun de recherche de la Commission. Je vais la donner, cette définition de ce centre. Un système résilient peut faire face à des chocs et à des changements structurels persistants, de telle sorte qu'il ne perde pas sa capacité à assurer le bien-être de la société, et ce de manière durable, c'est-à-dire à assurer le bien-être actuel de la société sans compromettre celui des générations futures. C'est important de prendre ces notions, d'intégrer ces notions, parce que notre plan de relance, alors il y en a deux, il y a le plan français qui s'appelle France Relance, et puis là-dessus il y a la portion financée par l'Union européenne qui s'appelle le plan national de résilience et de relance. Le plan français, c'est 100 milliards, et la portion qu'on a demandé en remboursement à la Commission, c'est 40 milliards sur ces 100 milliards. Je dois dire aussi que le plan européen, les 600 milliards et quelques que tu as évoqué, Pascal, c'est à l'issue d'une initiative franco-allemande qu'il a vu le jour. Donc la France avait déjà un rôle d'engagement à ce niveau-là. Le plan français, donc le PNRR, le plan national de relance et résilience, c'est donc les 40 milliards financés par l'Union européenne sur les 100 milliards de France Relance. Il s'organise en 3 axes. Un axe écologie, un axe innovation et un axe cohésion. La santé et les affaires sociales courent, si je puis dire, dans les 3 axes. Alors, il y a 9 trains de mesure sous ces 3 axes. Il y a 9 domaines d'action, si je puis dire. On trouve de la santé un peu partout, et ça rejoint le principe d'interdépendance que j'ai évoqué, parce que si vous prenez l'écologie, par exemple, on essaye d'avoir des approches qu'on appelle une seule santé. On a très bien compris que cette crise était aussi à l'origine une crise environnementale, de perte de biodiversité. Donc, il faut avoir des approches plus globales. Donc, vous allez trouver de la santé aussi dans les impacts environnementaux, l'exposome, la réduction de la toxicité des effluents, etc., y compris hospitaliers d'ailleurs. Donc, on trouve bien sûr de la santé ailleurs. Mais la santé et le social est dans l'axe 3, cohésion, avec 2 domaines d'action, puisque je vous ai dit qu'il y avait 9 domaines d'action sous ces 3 axes, le 8 et le 9. La composante 8, c'est la composante sociale-emploi, qui sert aussi la santé. Elle concerne la sauvegarde de l'emploi des jeunes, le handicap, la formation professionnelle, et elle est dotée d'un budget prévisionnel de 7,5 milliards d'euros. La seconde composante de cet axe cohésion, la composante 9, c'est la recherche, le Ségur de la santé, la question de la dépendance et de la cohésion sociale. Je vais peut-être m'arrêter un peu sur cette composante 9, puisqu'il y a le Ségur, et c'est là que les hôpitaux notamment et le système de soins primaires sont les plus concernés. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette composante 9 en domaine d'action ? Il y a des actions urgentes et rapides, un investissement en santé dans les territoires avec la modernisation et la restructuration de l'offre de soins pour assurer un continuum soins primaires, soins hospitaliers, médecine de ville, médecine hospitalière. Un plan massif d'investissement immobilier et numérique dans les établissements médico-sociaux, de l'investissement en numérique santé plus généralement, un soutien au développement des marchés clés de la santé, l'animation des filières économiques extrêmement importantes aussi, à la fois la santé digitale, mais aussi la bioproduction de thérapies innovantes. La prévention du suicide, l'impact Covid, santé mentale
bien sûr, sujet extrêmement important, avec la création d'un numéro d'urgence. Et puis, vous l'avez entendu encore hier lors de l'intervention de notre président, une 5e branche de la sécurité sociale visant à couvrir le risque de perte d'autonomie, grand âge notamment, mais pas que, avec un appui pour les aidants, sujet important. Enfin, il y a des perspectives un peu plus long terme dans ce PNRR, ce plan national de relance et résilience, avec un train de réformes qui ont été présentés donc, dans ce plan. La stratégie nationale de réforme du système de santé, l'amélioration de la pertinence du système de santé, avec la maîtrise de la croissance des dépenses de ville, l'amélioration de l'organisation du travail et projet de loi aussi d'orientation et de transformation du système de santé. La dimension européenne, bien sûr, n'est pas laissée de côté. Échange de bonnes pratiques au sein de l'Union, extrêmement important. Et puis, bien sûr, des travaux en commun avec nos voisins de l'Union. Le but, c'est d'accéder à des soins préventifs et curatifs de qualité. C'est le 16e principe, en fait, du socle européen des droits sociaux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer, avec des systèmes de santé et des infrastructures de soins qui permettent de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les conditions précaires dans un secteur qui est essentiel et dans lesquels les femmes représentent la majorité des travailleurs, lutter contre la vulnérabilité des personnes âgées aux épidémies, leur isolement accru par les mesures de distanciation physique, bien sûr le numérique, comme solution transversale pour tous ces aspects, mais avec des conditions, la sécurité, la confidentialité des systèmes digitaux et bien sûr la question de la cybersécurité et des droits des patients dans un contexte RGPD, hein, si vous êtes familier. C'est des choses qu'on essaye de construire aussi en termes de souveraineté européenne avec l'espace européen des données de santé. Merci beaucoup. Tu as déjà donc bien introduit la 3e composante de cette matinée sur laquelle on voulait donc entendre nos collègues européens. Donc on a parlé très national, hein, ces différences de prise en compte de ce plan, de ces plans nationaux de relance et de résilience. Maintenant, on va essayer de regarder et de revenir un peu à ce que je disais en introduction de ces 30 années en fait de construction européenne dans le domaine de la santé, hein, puisqu'on a à partir du traité de Maastricht en 92 cet article santé publique dans lequel il est fait mention des grands fléaux, hein, et donc du travail de coordination. On garde dans chacun des pays ses compétences au niveau national, et on l'a vu tout de suite, hein, les compétences ne sont pas seulement au niveau national, mais sont au niveau infranational dans beaucoup de pays, hein, jusqu'au niveau des municipalités. Et malgré tout, on essaye de se coordonner. Et donc il y a cet article qui, dans les traités successifs, s'est un peu étoffé au fur et à mesure, mais a gardé ce point central de lutte contre les grands fléaux et la coordination qu'on a vu à l'œuvre. Alors, ça a un petit peu cafouillé pendant quelques semaines, mais très peu de temps. Hein. Au final, on peut avoir une lecture plus positive, et pour faire du lobbying quotidien à Bruxelles, on n'est pas forcément les promoteurs de la Commission européenne, hein, cette grande bureaucratie, mais là, pour le coup, effectivement, les Européens ont réussi avec les compétences nationales très fortes et les compétences européennes assez limitées, à faire quelque chose de cette construction européenne. Pour le coup, les Européens ont découvert, pour beaucoup, hein, et notamment aussi les professionnels de santé, ont découvert qu'il y a une agence européenne du médicament, qu'il y a une agence à Stockholm qui surveille les maladies, et on a découvert, peut-être on le sait moins, qu'il y avait une décision qui devait articuler la coordination. Alors, la Covid, on est en France, la Covid a impacté évidemment ces discussions autour de l'existant, hein, de cette décision qui a organisé la coordination entre États membres, des pouvoirs actuels de l'Agence européenne du médicament et de l'Agence de Stockholm. Aujourd'hui, on a sur la table, hein, des propositions de la Commission européenne pour réviser un peu tous ces éléments, à la fois transformer cette décision, donc une petite décision de coordination, en un règlement européen, donc qui à terme devrait donc rentrer dans les législations nationales directement, renforcer un certain nombre d'éléments au sein de
de l'Agence européenne du médicament et puis de l'Agence de Stockholm, et puis de mettre en place une nouvelle structure qui s'appelle HERA, donc vous avez peut-être entendu parler dans la presse spécialisée, qui a vocation d'aider à l'avenir de financer, on en parlera un petit peu plus longuement, de financer effectivement plus activement la recherche dans un certain nombre de domaines, notamment les antimicrobiens et d'éventuelles pandémies. Donc il y a des modifications en cours qui ne sont pas forcément toujours lisibles pour le citoyen et le professionnel de santé, mais voilà, on est en train de modifier le champ sanitaire. Encore une fois, gardons ces compétences nationales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est aussi un peu le prétexte de cette journée, c'est qu'on a une présidence française pour le premier semestre, donc qu'on ne doit pas exagérer dans sa responsabilité, à une présidence tournante de 6 mois, premier semestre, avec un trio dans lequel se trouve aussi la Suède. Donc c'est 3 pays, la République tchèque, la France et la Suède, qui doivent se coordonner pour essayer d'élaborer un plan, bien sûr avec un contexte actuel de révision législative sur ces éléments que j'ai cités. Donc, la question est de savoir aussi si dans les différentes organisations qu'on a ici, l'association belge des hôpitaux, l'association allemande, la fédération des comtés et régions suédoises, on aborde ces sujets. Est-ce que c'est des sujets de préoccupation, et au-delà de ça, essayer aussi de discuter d'autres éléments qu'on a vu apparaître et qui sont notamment autour de l'autonomie européenne. On a des intervenants qui ont déjà cité ce sujet de la dépendance on n'a pas cité l'Asie, mais on a une dépendance asiatique en fait pour les équipements de protection, mais aussi pour le médicament, et donc ils sont retenus sur la table sous la forme, notamment en France, de la réindustrialisation, un sujet qu'on abordait. Donc intéressant de voir au-delà des aspects juridiques qui sont peut-être plus lointains, de voir comment nos collègues européens abordent ces sujets dans leurs organisations, et on va commencer par Francis. Oui, donc je vais essayer de l'aborder sur 2 plans, la partie européenne et puis spécifiquement ce que la Belgique tente de faire par rapport à ce que Pascal vient de mentionner, ce qui est cette autonomie, cette certaine souveraineté nationale en termes d'industrie. Sur le premier axe, je pense d'un point de vue aussi bien historique que géographique, la Belgique s'est toujours positionnée sur des ambitions extrêmement pro-européennes, et je pense que cette position-là, elle ne va pas changer, notamment sur les aspects de médicaments. On sait que ces dernières années, avant même la crise Covid, la Belgique est à la recherche de solutions pour amener les traitements innovants. Donc le renforcement des compétences au niveau européen est clairement, je pense, soutenu au niveau national. Ça a également été soutenu à travers des initiatives qui impliquaient plusieurs pays. On a pu avoir des avancées, notamment avec les Pays-Bas ou le Luxembourg, avec la Belgique, pour permettre que l'évaluation des médicaments, au-delà de leur non-dangerosité, mais également donc leur valeur ajoutée, puisse être traitée plus rapidement avec des agences nationales en Belgique, au-delà de la France et de l'Allemagne, qui sont parfois évidemment de plus petite taille, et qui, pour pouvoir amener ces traitements innovants dans nos pays, recherchent des alliances pour pouvoir traiter évidemment toutes les demandes. Donc clairement, il y a cet aspect-là, mais qui est plus un axe législatif qui, au niveau du terrain, par contre, effectivement, sont des thèmes qui vivent moins directement dans les organisations. Et puis, il y a celui de l'industrialisation ou du maintien d'un fleuron, puisque là, les positions entre les pays, évidemment, sont un peu différentes, dans le sens où, en Belgique, l'industrie pharmaceutique, notamment, est vraiment un des fleurons du pays. Et donc, l'ambition est de le maintenir, voire de le développer, mais il y a beaucoup moins ce sentiment de désindustrialisation qu'on peut entendre dans certains autres pays. Donc le gouvernement fédéral est sorti la semaine passée avec l'industrie pharmaceutique, avec le monde universitaire, sur une charte pour encore renforcer ce rôle qu'ils ont intitulé la Belgique en tant que Hell Valley en Europe. Il faut savoir que ce positionnement-là, il est dû à plusieurs facteurs, facteurs évidemment de compétences et d'attraction des talents dans le monde pharmaceutique en Belgique, avec des centres de recherche de plusieurs multinationales qui sont présents sur notre territoire, mais également de production, puisque la Belgique a maintenu de grandes capacités de production, notamment vaccinales. Donc il faut savoir que sur les premiers vaccins Pfizer, la plupart ont été produits en Belgique, avec aujourd'hui, je pense, plus de 700 millions de vaccins qui ont été produits sur notre territoire.
On peut le voir de deux façons. On peut évidemment le voir en tant que choix de territoire, hein, comme étant lié à une expertise, à un historique qui est évidemment présent en Belgique. Je pense que c'est aussi lié à une position et un positionnement politique de la Belgique en tant qu'économie très ouverte, puisque le fait de pouvoir choisir la Belgique, ça a permis aussi pour une série de ces entreprises de s'assurer de travailler sur un territoire où les enjeux notamment de souveraineté nationale n'ont pas été un enjeu principal de ces premières semaines. Donc, pour être clair, quand le premier avion est parti rempli de vaccins vers les États-Unis avec les vaccins Pfizer développés en Belgique, tout le monde la majorité des Belges l'ont applaudi. Il n'y a personne qui a levé la main en disant « Dites, est-ce qu'on ne devrait pas stopper cet avion et donner ces doses aux citoyens belges ?» Donc voilà, ça je pense que c'est un symbole très fort quelque part de cette économie ouverte qui se matérialise par des flux financiers évidemment importants. Hein. L'export pharmaceutique en Belgique l'année passée, c'est plus de 50 milliards d'euros au niveau de notre pays, ce qui est énorme. Et donc voilà, le positionnement au niveau de chacun des pays est un peu différent. Donc clairement, il y a des ambitions au niveau européen pour la Belgique, notamment dans tout ce qu'on a du mal parfois à faire à la taille de notre territoire. Mais il y a également le maintien d'une industrie pharmaceutique notamment très, très forte et puissante et comme fleuron économique pour notre pays. Merci Francis. Saskia, quelques remarques peut-être sur la construction européenne et ce qu'en pense la Fédération des hôpitaux allemands, et peut-être aussi sur le sujet qu'a abordé Francis. Oui, alors bien évidemment, nous pensons aussi que ce virus, il a montré qu'il ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi nous devons également penser à l'échelle européenne aussi à des instruments ne connaissant pas non plus de frontières, et ainsi de la part de la Fédération des hôpitaux allemands, le renforcement par exemple des agences européennes est donc une approche très intéressante. La crise en général nous a ouvert une fenêtre d'opportunité en termes de législation européenne dans le domaine de la santé. Nous aimerions beaucoup voir quand même que les décideurs politiques cherchent à bien évaluer aussi les rapports entre la charge administrative pour les prestataires créée par les mesures mises en place et la valeur réelle ajoutée en termes de gestion de crise. Voilà, donc en général, la politique de santé peut bien évidemment utilement soutenir et compléter en fait les politiques de santé des États membres. Je voulais juste mentionner cette valeur ajoutée, peut-être un exemple que nous discutons en interne sans avoir déjà trouvé une solution, mais juste une question d'ouverture. Alors par exemple, en termes de données à transmettre à l'échelle européenne, évidemment, nous avons pu constater qu'une meilleure connaissance transfrontalière de la situation épidémiologique basée sur les données épidémiologiques est importante pour les décisions politiques, surtout dans un marché intérieur fortement interconnecté comme on le connaissant. J'aurais bien aimé venir à Paris aujourd'hui, donc la mobilité aussi des personnes. Mais après ma connaissance, après avoir lu la communication de la Commission, il y a aussi par exemple la demande de transfert régulier des données sur moins épidémiologique, mais plutôt de manière fonctionnelle, disons, donc sur le système de la santé. Et là, on a juste des questions qui se posent. On va déjà avoir trouvé des réponses. C'est des données sur la disponibilité des lits d'hôpitaux, sur les capacités de traitement spécialisés. Et là, on se pose la question, peut-on trouver en fait vous pouvez trouver en fait sur le site de Hope, on a en fait un registre de lits en soins intensifs qui est public, qui est actualisé tous les jours. Et déjà en interne, on discute beaucoup des indicateurs. Donc là, on se pose la question dans quelle manière est-ce qu'il sera possible de trouver des indicateurs assez abstraits pour comparer à 27 différents systèmes de santé et en même temps assez proches de la réalité en fait de ceux qui connaissent le terrain, qui doivent récolter les données et aussi de qu'est-ce qu'on fait avec les données quand on les a récoltées, peut-être des données aussi un peu abstraites à Stockholm. Est-ce qu'on en déduit des recommandations viables? Voilà, c'est plus des questions encore qui se posent, mais on suit le sujet avec grand intérêt. Et voilà, comme j'ai dit au début, le renforcement aussi des agences, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous.
Merci Saskia. Eric, quelques remarques? Oui, en ce qui concerne la coopération européenne dans ce domaine, mon organisation qui représente les régions et les municipalités est favorable à cette coopération. Mais pour nous, c'est très important que cette coopération ou coordination respecte les responsabilités des États membres et que cette coopération soutient les États membres. En même temps que nous avons sur le niveau européen une discussion de responsabilités européennes et les responsabilités des États membres, nous avons en Suède, et je pense qu'on a cette discussion dans d'autres pays aussi, une discussion sur les responsabilités entre le niveau national et les niveaux régional et municipal. Et pour notre organisation, je pense que nous avons le même opinion en ce qui concerne la coopération européenne qu'en ce qui concerne la division de responsabilités en Suède. Ce que la coopération doit respecter l'autonomie locale et régionale que nous avons en Suède. En Suède, la Suède n'est pas un pays fédéral, mais depuis, c'est pour des raisons historiques, mais c'est aussi un fait constitutionnel. Les municipalités et les régions ont beaucoup de pouvoir. Et pour nous, c'est important que l'État respecte l'autonomie, mais aussi important que les institutions européennes respectent notre autonomie. Pendant cette pandémie, on a vu pas mal de coopération et collaboration européenne. Un très bon exemple, c'est les achats communs, la distribution de vaccins. Et notre opinion, c'est que les achats communs européens sont très bons pendant une crise extrême. Mais on doit le plus loin possible utiliser le système d'achat qui existe déjà. Et on doit éviter des systèmes parallèles, à notre opinion. Et la participation dans ces coopérations européennes doit être volontaire. Oui. Merci. Donc on voit qu'effectivement il y a des tensions, très clairement, et des différences qui tiennent au mode de fonctionnement des pays, aux constitutions des pays. C'est pas, le secteur santé n'est pas le seul sujet. On a sur la table d'autres sujets, notamment la Pologne et l'état de droit. Difficile de demander à Jérôme de parler de la présidence française, puisque le président de la République française doit en parler le 1er décembre. Donc officiellement, on saura ce qu'il en est. Et puis, comme on le disait, c'est un trio, donc c'est une négociation aussi avec deux autres partenaires qui sont la République tchèque et la Suède. Mais peut-être quelques éléments, sans forcément dévoiler, enfin dans la capacité où tu peux dévoiler quelque chose. Oui, je peux au moins dévoiler deux choses. C'est qu'on a une présidence actuelle qui est slovène et qui fait énormément d'efforts sur le paquet législatif que tu as évoqué, ce qu'on appelle le paquet Union européenne de la santé, qui comprend l'élargissement du mandat de l'Agence européenne du médicament, l'élargissement du mandat du Centre européen de contrôle des maladies, le texte sur le règlement des menaces transfrontalières, et puis
à part, parce que c'est venu plus tard, cette nouvelle autorité pour la réponse et la préparation aux crises qui s'appelle ERA, donc qui sera pour commencer un service de la Commission doté d'un budget de 6 milliards d'euros pour fournir, en cas de crise, et en situation de crise seulement, les mécanismes qui permettent d'accéder et d'obtenir les contre-mesures adéquates. Ce que je voulais vous dire, c'est que même si je ne dévoile pas les grandes priorités, les conférences, les événements de la présidence française, le bon sens veut que nous appuyons actuellement et nous continuerons à appuyer, c'est une priorité pour nous, la négociation de ce paquet pour une Union européenne de la santé. La grande question qui se pose, c'est est-ce que la présidence slovène, d'une part, réussira à finir les trilogues qui s'opèrent entre le Conseil, c'est-à-dire les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen sur les 3 volets que j'ai évoqués, l'Agence européenne du médicament, le CDC, le Centre de contrôle des maladies, et le règlement menace, plus ERA. Si ce n'est pas le cas, ça avance très bien sur l'Agence européenne du médicament. Son nouveau mandat, il y a eu un accord de principe entre la Commission et le Parlement. Sur le CDC, il y a encore quelques points de négociation, de blocage, de divergence. Par exemple, faut-il élargir le mandat de l'ECDC, qui n'est pour l'instant que sur les maladies infectieuses, aux maladies chroniques notamment, maladies non transmissibles, c'est une question. Est-ce que le rôle de l'ECDC, qui est surtout un rôle d'éclairage, de conseil et puis de surveillance, est-ce qu'il doit être plus normatif? Est-ce qu'on doit avoir des indicateurs communs et faire remonter des informations homogènes à l'ECDC dans l'Union? Ce sont des vraies questions. Pour nous, future présidence française, alors vous savez, une présidence n'impose pas des lignes, des orientations. La présidence, elle anime 27 États membres et elle oriente par des questions l'ensemble des pays de l'Union vers des idées qui feraient consensus pour avancer en fait sur certains sujets. Cependant, la logique et le bon sens veut qu'une réflexion sur l'élargissement de la réflexion qui porte essentiellement aujourd'hui sur la sécurité sanitaire et le post-Covid, à la question de est-ce qu'avec les leçons de la crise sur le Covid, mais sur d'autres aspects sanitaires, une Europe de la santé plus large, avec de la santé au cœur de toutes les politiques de l'Union, est possible? Je pense que ça mérite le débat à 27 sous présidence française. Qu'est-ce que ça signifie à traité de fonctionnement de l'Union européenne constant, et en particulier avec l'article 168, qu'est-ce que ça signifie, cette valeur ajoutée qu'on aurait à travailler tous ensemble au niveau de l'Union européenne, d'abord pour nous, Européens, mais en parallèle aussi en santé mondiale, quel apport l'Union européenne sur différents sujets, le cancer, les maladies rares, le numérique, peut apporter à la santé mondiale. Ce sont des vraies questions qui doivent être élargies aux seules considérations de sécurité sanitaire. On a des valeurs à défendre, on a de l'expertise, et vous avez de l'expertise dans les hôpitaux, dans le système de soins primaires, avec nos associations, à apporter au monde, à apporter aux autres pays qui sont en retard sur certains sujets. Même au sein de l'Union, vous savez, sur l'espérance de vie, il y a un écart parfois de plus de 10 ans entre différents États membres sur la mortalité infantile. Donc, ce sont des vraies questions. Il y a des sujets de gouvernance aussi. Dans les 5 principes que j'ai énoncés au début de mon intervention, quand je vous parlais d'interdépendance, quelle est la place du citoyen? Quelle est la place des associations, la démocratie sanitaire dans ces gouvernances qui vont bien sûr pour ERA avoir à discuter avec le secteur privé pour bien sûr lutter contre les pénuries, reconstruire une souveraineté pharmaceutique pour l'Union européenne, on en parlera tout à l'heure. Voilà, quelle est la place aussi des élus, des parlements, que ce soit le Parlement européen ou des parlements nationaux. Nous pensons qu'à traité constant de l'Union européenne, que dit l'article 168? Il dit que l'Union, la Commission,
peuvent apporter une coordination, un appui et un complément aux États membres pour des sujets de santé qui sont effectivement toujours du ressort des prérogatives en fait nationales. Mais nous pensons que l'Union, et on l'a montré pendant cette crise, à plein d'égards, a une vraie valeur ajoutée. Ça peut concerner la recherche. Si on n'avait pas eu des essais cliniques transnationaux dans nos hôpitaux d'Europe, on n'aurait pas eu ces succès qu'on a connus sur différentes contre-mesures, vaccins et médicaments, et prise en charge. Ça concerne l'expertise qu'on a eu à apporter entre nous et puis au monde entier, à l'OMS. L'expertise européenne a été extrêmement importante. Ça concerne bien sûr la solidarité que j'ai évoquée. S'il n'y avait pas eu ces échanges de matériel, ces échanges de personnel, de ressources également en termes de lits au sein de l'Union, mais aussi en solidarité avec des pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est pas au niveau national qu'on aurait pu fonctionner dans cette crise. Et puis, ça concerne également, bien sûr, nos capacités de production pour nous et pour les autres. L'Europe et l'Union européenne a été exemplaire dans la solidarité internationale. C'est pas pour rien que la présidente de l'Union a parlé de l'Union européenne comme pharmacie du monde. On a fait des dons très importants au système COVAX pour les vaccins, mais aussi pour les équipements de protection individuelle, pour les médicaments également. L'Europe a été au rendez-vous, je pense, de la solidarité. C'est pas fini, c'est largement encore insuffisant, le taux de vaccination dans les pays à revenus faibles, et on continuera à donner. Il faut travailler, et c'est un projet aussi de l'Union européenne, à construire des capacités de production, non seulement bien sûr chez nous, mais la question de la souveraineté, elle concerne l'Afrique, et nous développons actuellement des projets de capacité de production en Afrique, au Sénégal, en Afrique du Sud. C'est aussi un apport de l'Union européenne à d'autres continents qui ont vraiment besoin aussi de développer leurs propres capacités. Des projets de formation, je vous rappelle l'Académie OMS qui est née à Lyon avec une première pierre posée il y a quelques mois à Lyon, la formation des personnels, que ce soit des personnels de laboratoire, des personnels hospitaliers, sur ces différents métiers, technologies nouvelles qui permettent de mieux répondre aux crises. Merci Jérôme d'avoir brièvement donné une petite introduction sur la présidence et d'aller bien au-delà, à donc le premier semestre 2022, ce qui vous incite et vous permettra d'avoir peut-être un petit peu mieux lorsque l'on en parlera beaucoup plus, à partir du 1er décembre, puisqu'on aura une information assez générale du président de la République, et puis aussi au fur et à mesure du semestre, puisqu'il y aura des événements en France, et puis des négociations, des discussions. Donc voilà, c'était important d'avoir cet éclairage qui nous rend un peu plus intelligents sur l'avenir. On est à 10 minutes de la fin de notre session, donc on est un petit groupe, donc je pense que c'est une opportunité aussi. On aurait été 200, ça aurait été plus difficile. Il faut voir le côté positif des choses. Donc si vous avez des questions, on est à votre disposition. Enfin, les intervenants sont à votre disposition pour y répondre. Je vais circuler un micro s'il n'y en a pas dans la salle, je vais me déplacer. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire ? Vous êtes frigorifiés comme nous ? Mais ça réchauffe de parler, vous savez. Nous, on a un tout petit peu plus chaud. Non, pas de questions, pas de commentaires ? Si. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette session d'abord, même si on est peu nombreux, elle est très instructive pour ceux qui sont présents, je pense. Et j'aimerais poser une question pour savoir quelle est l'articulation entre la région OMS Europe et le futur CDC, si on élargit un petit peu ses missions, si j'ai bien compris. Donc comment cette articulation se réfléchit ? Qui veut répondre ? Je peux vous faire une petite anecdote si vous voulez. Une anecdote de HOPE, la Fédération européenne des hôpitaux. On a découvert le Covid, enfin
un peu tardivement, comme tout le monde, bien sûr. Mais à l'occasion d'un week-end, j'ai été appelé par l'OMS Europe, parce qu'on avait travaillé du temps d'H1N1 sur une sorte de master plan de comment répondre au sein d'un hôpital à une pandémie. Et ce travail qu'on avait fait, élaboré, avait été diffusé par l'OMS Europe, donc c'est un gros travail. Et les collègues de l'OMS Europe nous contactaient en disant on est très inquiets du développement du Covid. On découvrait, février 2020, on est très inquiets dans les Balkans de l'Ouest. Dernier endroit où est arrivé le Covid, il est arrivé partout ailleurs, en Italie, etc. Et dans la discussion que j'ai eue avec eux, mais je leur ai dit, mais vous savez aussi que le CDC a aussi une grille de lecture d'une pandémie à destination des hospitaliers. Dit oui, mais bon, voilà, on est deux organisations différentes. Donc, alors, ils existent toujours, ces deux modes. Donc, il y a l'OMS Europe, pour des raisons aussi structurelles, et ça représente un volet de pays beaucoup plus important que l'Union européenne. Vous le savez, c'est aussi l'Asie centrale, c'est l'ex-Union soviétique. Donc les deux existent, mais les deux se coordonnent. Alors peut-être que tu as plus d'informations sur ce qui s'est passé depuis. Alors évidemment, la France travaille beaucoup avec les deux, ECDC bien sûr, mais OMS Euro. À Copenhague, on a beaucoup de projets en France aussi en lien avec l'OMS Euro, en santé mentale par exemple, sur le vieillissement en bonne santé à Toulouse également. Nous encourageons évidemment le dialogue entre le CDC et l'OMS Euro. Pourquoi ? D'abord parce que ça nous arrange, ça évite de dupliquer aussi le travail de remontée d'informations vers l'une et l'autre. Donc la question de la donnée de surveillance des maladies en général. Le CDC, c'est les maladies transmissibles uniquement à ce jour. L'OMS Euro, c'est bien plus large. Ça concerne aussi les maladies non transmissibles, les maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Ce qui nous intéresse dans la jonction entre le CDC qui s'occupe de l'Union européenne et de l'OMS Euro qui s'occupe d'une zone bien plus large, 43 États, c'est bien sûr d'utiliser l'expertise européenne de l'Union à travers le CDC pour servir aussi, tu as parlé des Balkans notamment, qui ont besoin de cette expertise, qui ont besoin de ressources pour tirer vers le haut leurs capacités évidemment et leurs connaissances. Donc dans le principe de solidarité et d'interdépendance, on voit bien que la cinquième vague d'ailleurs, c'est un front de l'Est qui est arrivé progressivement de l'Est pour le Covid, mais on voit bien la dépendance que nous avons avec tout le continent finalement, au sens large, et pas seulement les 27 pays de l'Union. Et donc il est fondamental d'assurer une bonne articulation de l'ECDC avec l'OMS Euro. Entre donc ces deux organisations, c'est aussi dans un principe de solidarité, c'est dans notre intérêt à la fois de travail pour ne pas dupliquer les choses et avoir des indicateurs, des informations collectées qui seraient différentes ou qui seraient collectées même deux fois. Il faut que ça communique. Mais j'allais dire qu'il y a un autre sujet qui est tout aussi important, c'est que les bureaux régionaux pour les 5 grandes régions couvertes par l'OMS doivent communiquer mieux entre eux. On a besoin de meilleurs échanges entre l'OMS Euro et le bureau africain, par exemple, toujours dans ce principe d'interdépendance et de solidarité. Donc on essaye aussi de dire à Genève, aussi aux quartiers généraux de l'OMS, ayez peut-être une animation plus solide, plus forte entre vos bureaux régionaux. Nous, on s'occupera, nous Européens, avec le CDC, d'être en meilleure coordination avec l'OMS Euro. On parle bien sûr à d'autres bureaux, l'OMS, le bureau africain. Et puis on a des intérêts aussi par nos territoires d'outre-mer, dans d'autres géographies, les bassins océaniques, qu'il s'agisse des Antilles, qu'il s'agisse bien sûr du canal Mozambique, Réunion, Mayotte, Madagascar, etc. On a des intérêts à travailler avec d'autres bureaux régionaux également.
mais il faut se concerter, se coordonner et avoir des standards d'information, d'indicateurs de plus en plus similaires et de qualité pour bien fonctionner sur l'information qui a été essentielle dans cette crise. Merci beaucoup Jérôme. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci. Bonjour messieurs. La question s'adresse en fait et madame, la question s'adresse à chacun de vous. Vous avez tous parlé de numérique dans les plans de relance, de digital, de transformation digitale. J'étais à une conférence hier pendant laquelle les interlocuteurs et les présentateurs plutôt ont mentionné un obstacle qui est que dans les équipes de soignants ou au sein des hôpitaux, parfois le numérique est vu comme étant une charge supplémentaire plutôt qu'une aide ou un outil de facilitation. Or, on a conscience de l'engagement de l'Union européenne, des montants qui vont être alloués à cette transformation digitale. Comment voyez-vous cette contrainte-là et quels sont les moyens pour la surmonter? Quelle est la meilleure approche finalement pour qu'on puisse surmonter cet obstacle-là, qui est vraiment un obstacle humain là pour le coup? Francis? Oui, je veux bien intervenir puisque je fais également partie de la plateforme au niveau national en Belgique sur l'intelligence artificielle et que c'est vraiment un des axes clés de nos réflexions pour l'instant. C'est comment faire en sorte que des innovations digitales qui soient amenées n'aient pas uniquement un attrait intellectuel, mais que sur le terrain, il n'y ait pas d'appartenance ou d'adhésion à ce qui est amené. Et je pense que le biais à prendre, c'est que ces innovations doivent en priorité répondre à ce point-là. En priorité, donc si je prends les thèmes d'intelligence artificielle, on a une série de médecins dans notre groupe. Et quelque part, il y a deux axes possibles. C'est-à-dire, on vient avec de l'intelligence artificielle qui va suppléer le temps intellectuel médecin qui est occupé aujourd'hui à effectuer ces tâches. Ou bien on s'attache à ce que cette intelligence artificielle elle se concentre en priorité sur ces tâches administratives, sur ces tâches dites à faible valeur ajoutée, à ce qui est vécu comme du temps administratif de tous les personnels de l'hôpital. Alors ça paraît moins ambitieux au départ, mais c'est probablement un angle d'attaque qui permet de créer cette adhésion. Et donc je pense vraiment que pour être également gestionnaire hospitalier, l'axe prioritaire de ce qu'on a réussi à faire fonctionner sur le terrain, c'est quand on arrive à simplifier la vie des collaborateurs de l'hôpital, de façon à ce qu'eux puissent consacrer plus de temps à discuter avec le patient, à réaliser les soins pour lesquels ils sont engagés, pour lesquels ils ont une expertise. Plutôt que tout de suite venir avec des innovations digitales qui... c'est toujours très sexy de venir dire oui, avec un logiciel d'imagerie, on est capable de faire le travail que le médecin fait aujourd'hui pour revoir les images. Et quelque part, il n'y a pas de contestation qu'à un moment donné, on va arriver à pouvoir implanter dans nos processus de soins ce genre d'innovation. Mais peut-être travaillons à tout ce qui est justement les frustrations qui existent sur le terrain. Il y en a beaucoup et il y a vraiment de quoi travailler dans le monde digital avant de rentrer dans ce dernier morceau de la tarte qui serait le morceau vraiment cœur du système. Donc, moi, je préconise vraiment que justement, pour y répondre, pour que ces outils aient une attraction vis-à-vis du personnel des personnels de l'hôpital, fondamentalement, ça répond à cette préoccupation on est dans un monde très administratif, on est dans un monde où on contrôle énormément, on crée énormément de données. Faisons en sorte que tout ça puisse être digitalisé, puisse être simplifié à travers de l'intelligence artificielle avant de toucher au cœur de ce qui est les soins. Jérôme? Alors, le numérique, c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible pour avoir travaillé 5 ans à Trousseau pour des projets européens sur les maladies rares où on avait besoin de toute façon de travailler de manière européenne. Il n'y avait pas assez de patients pour comprendre l'histoire naturelle de ces maladies et pour valider aussi l'efficacité de traitement par des études de cohorte, des études en vie réelle. Vous touchez plusieurs problèmes en fait. Il y a le numérique, bien sûr, a montré pendant cette crise son intérêt. Premier constat avec, par exemple, le meilleur exemple, c'est le décès, c'est le pass sanitaire européen sur le smartphone.
c'est quelque chose qui a quand même fonctionné à tel point que des États tiers, non membres de l'Union, nous ont demandé de l'aide pour adopter le même système. Et l'interopérabilité de ce pass unique a fait ses preuves pour assurer une mobilité au sein de l'Union pendant la crise. Et sur les territoires, pour un pass, j'allais dire récréatif, pour pouvoir continuer des activités locales, qu'on soit touriste, qu'on soit français, les choses ont fonctionné. Le numérique présente des risques. Le risque que vous touchez du doigt, c'est bien sûr la fatigue de passer sa journée à remplir X formulaires sur écran qui souvent demandent le même type d'information, avec des outils qui sont lents à enregistrer, qui bug, et il faut recommencer, on perd son temps, etc. Ce que nous disons, c'est que cette situation aussi de devoir remplir X fois les mêmes choses et d'y passer ses journées entières, cette situation, elle provient d'une fragmentation des outils et d'un manque d'interopérabilité sur les champs qu'on remplit. Et si on avait à remplir une seule fois un champ, et c'est tout, et que les systèmes correspondaient entre eux mieux, on gagnerait du temps effectivement et on éviterait cette fatigue liée au numérique. Et c'est pour ça que ces activités d'interopérabilité des systèmes, non seulement au niveau des bastions hospitaliers numériques en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, avec l'espace européen des données de santé, qui a déjà fait ses preuves sur certains points, comme la fiche patient, qui permet maintenant aujourd'hui à n'importe quel citoyen de l'Union européenne de circuler et de se faire soigner, qu'il soit en congé, en vacances dans un pays de l'Union, ou pour des approches de maladies complexes comme les maladies rares, de partager de l'information sur un même patient à plusieurs experts de plusieurs États membres de l'Union, on voit bien que l'interopérabilité apporte des solutions. Il y a un autre risque majeur, et qui est lié à la question de la souveraineté. On a parlé de celle du médicament, mais il y a des vrais enjeux de souveraineté sur le plan numérique. C'est aussi la sécurité, bien sûr, des systèmes et la confiance dans le numérique pour les citoyens. Qui sait aujourd'hui où sont hébergées ces données de santé, si c'est dans un hébergeur sur le sol de l'Union européenne ou quelque part aux États-Unis ou en Inde. Qui sait aussi où sont les opérateurs qui manipulent nos données. Là, je parle des informaticiens, des opérateurs système. Donc, il y a une souveraineté et une capacité numérique à développer au sein de l'Union pour les données de santé, ça c'est certain, qu'il s'agisse des infrastructures, des clouds souverains, publics ou avec des acteurs privés mais européens, qu'il s'agisse du personnel qui va animer ces outils et les développer. On a aussi des pénuries en développeurs au sein de l'Union, donc des nouveaux métiers qui doivent comprendre aussi l'écosystème de la santé, ce que c'est que de travailler au sein d'un hôpital avec ces outils. C'est-à-dire qu'on a besoin de double compétences, à la fois en santé et en numérique, pour construire ces systèmes tous ensemble. C'est absolument indispensable et pas se voir imposer par des boîtes qui n'y comprennent rien à ce que c'est que l'hôpital, des outils inadaptés. Donc, enjeu de formation, de souveraineté, de capacité, de sécurité des systèmes, l'éthique numérique sanitaire, ce sera un sujet aussi de notre présidence, je peux l'annoncer. Voilà. Et je suis certain que l'Union européenne apportera dans la simplification à la France des développements extrêmement positifs et favorables. Je l'espère, ça a été vu sur cancer et maladies rares. Il faut poursuivre aussi le chemin sur l'ensemble des données de santé. Merci beaucoup Jérôme. On va devoir malheureusement terminer cette session trop courte, 1h30, c'est vite passé, malgré le froid. Merci à vous tous pour votre présence. Merci aux intervenants à Barcelone, parce qu'elle est à Barcelone, à Saskia. Et puis merci à tous les trois présents ici d'être venus. Et on a vraiment beaucoup appris. Je pense qu'on peut vous remercier et vous applaudir.